Bonjour à tous. En avril dernier, j'ai eu le plaisir de participer à Bouquet d'Histoire, le premier salon du livre d'histoire organisé par la ville de Grasse. J'y rencontrais des auteurs, des historiennes et des historiens formidables, et j'ai pensé que je pourrais vous proposer une série estivale qui vous permettrait aussi de les découvrir et d'apprendre d'eux des choses passionnantes. En 2 mots, un festival historique du podcast. Chaque lundi, retrouvez donc un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Christelle Balouzaloubé. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'université de Nancy et une spécialiste donc de l'histoire du Moyen-Âge, des principautés notamment médiévales. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, l'un des plus célèbres étant la biographie de Mao d'Artois, qui est paru chez Perrin en 2015. En 2022, Louis X, Philippe V, Charles IV, les derniers Capétiens. Ça s'est paru chez Alpha. Et en 2023, votre dernier ouvrage autour de Philippe VI, le dernier des Valois. Donc vous êtes la personne idéale pour parler de la guerre de 100 ans. Et donc ma première question sera, pourquoi parle-t-on de la guerre de 100 ans alors que le conflit a duré en fait beaucoup plus longtemps ? Alors le terme de guerre de 100 ans, c'est effectivement un terme qui est doublement incorrect, parce que effectivement la guerre a duré 116 ans, puisqu'elle a duré officiellement de 1337 à 1453. Et en plus, c'est une guerre qui n'est pas continue. Il y a de nombreuses interruptions liées à des épidémies, à des traités de paix. Et en fait, cette expression, c'est une expression qui apparaît dans les manuels scolaires au début du 19e siècle. Plus particulièrement, on a repéré la première occurrence en 1823. Et c'est une expression qui a d'abord un objectif pédagogique et qui va devenir d'un usage courant dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Une guerre qui dure plus de 100 ans, on l'a dit, et une guerre qui va surtout opposer, même si c'est un peu plus compliqué, la France et l'Angleterre. Et alors, quelles étaient les causes principales de ce conflit entre la France et l'Angleterre ? Alors en fait, les causes, elles sont anciennes, multiples. Alors c'est finalement une convergence de causes qui explique cette guerre. Mais il faut remonter au XIIe siècle. Finalement, ce qui est les véritables racines du conflit, c'est le mariage d'Anne-Laure d'Aquitaine avec le futur Henri II d'Angleterre. Puisque suite à ce mariage, le roi d'Angleterre va être possessionné sur le continent, puisqu'il va hériter du duché d'Aquitaine. Et suite à cet héritage, le roi d'Angleterre va devenir vassal du roi de France. Ça veut dire qu'il doit lui prêter régulièrement hommage. Et un des objectifs premiers du roi d'Angleterre, tout au long de ses années depuis le XIIe siècle, va essayer de se soustraire à ses obligations vassaliques, à ne pas prêter hommage au roi de France, donc il va y avoir toujours des tensions. Ces tensions vont être ponctuellement ravivées pour des enjeux commerciaux, par exemple, les Anglais qui entretiennent des relations étroites avec les Flamands sur le plan commercial. Et puis la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, pour reprendre l'expression, c'est 1328, une question dynastique, puisque le dernier roi capétien, donc Charles IV, va mourir sans héritier, et qu'il va falloir lui choisir un successeur, et qu'il y aura 2 prétendants, donc son cousin, Philippe de Valois, et Édouard III, qui est roi d'Angleterre. Au terme de tractation, dont je vous passe les détails, on va choisir Philippe VI, alors que Édouard III, finalement, était le prétendant le plus proche, si on regarde les degrés de parenté avec le roi défunt. Et donc, finalement, il va y avoir une sorte de rancœur qui va provoquer le déclenchement de la guerre. Oui, c'est toute l'histoire autour de la loi salique, je crois. Hein. C'est le fait qu'on va écarter le roi d'Angleterre parce qu'il descend d'une femme, il me semble, c'est ça ? Alors, exactement. Alors, il y avait déjà eu des précédents, puisque lorsque on avait d'abord, à la mort de Louis X, choisi son frère, on avait écarté la fille de Louis X. Donc, on avait déjà acté le fait qu'une fille ne pouvait pas hériter du trône de France. Ce qui est nouveau en 1328, c'est qu'on écarte aussi la possibilité qu'une femme puisse transmettre la couronne à son descendant, puisqu'Édouard III, en fait, est le fils d'Isabelle de France, elle-même fille de Philippe le Bel. Et donc, c'est une nouvelle règle qui précise encore les règles de succession au trône. Et pour revenir sur la loi salique, on ne la connaît pas encore à l'époque, elle sera seulement redécouverte en 1358. Donc en fait, là, c'est vraiment des règles conjoncturelles, mais qui ensuite vont être confirmées par cette loi salique qui arrive plus tard. Oui, ça donne quand même l'impression qu'on a un peu changé les règles parce que ça nous arrangeait en fait, qu'on cherchait à écarter le roi d'Angleterre. Exactement, on a véritablement tout fait pour l'écarter. Si on regarde les degrés de parenté, en fait, Édouard III, il était neveu de Charles IV, donc ça veut dire que c'était son 3e degré de parenté. Et Philippe VI, c'était son cousin. Enfin, celui qui deviendra Philippe VI, Philippe de Valois, c'était son cousin, donc c'était seulement le 4e degré de parenté. Donc effectivement, si on avait voulu suivre les règles, c'était Édouard III, et c'est pour ça qu'il
il a du mal à accepter la décision. Oui, on peut le comprendre. Alors, c'est une guerre très longue, effectivement, on imagine complexe. Est-ce que quand même on peut évoquer des phases, principales phases de la guerre, ou est-ce que c'est trop compliqué pour résumer ça en période? Il y aurait peut-être 3 grandes phases. La première phase, ce sont les défaites françaises. Alors, il faut savoir que la guerre, elle est déclenchée officiellement en 1337, mais les premiers combats, il va y avoir quelques escarmouches, mais les premiers combats, c'est 1340, 3 ans plus tard, le temps que les armées se préparent. Et dans cette première phase qui va finalement jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Charles V, ce sont des défaites françaises qui s'accumulent. Donc il y a quelques grands noms de défaites que vous connaissez sans doute: l'Écluse en 1340, Crécy 1346, Poitiers 1356. Donc ça, c'est vraiment une première phase. Deuxième phase, ça serait plutôt sous le règne de Charles V et le début du règne de Charles VI, jusqu'à ce qu'il déclenche ses premières crises de folie en 1392, où là, en fait, on a en fait une reconquête du territoire. Charles V va réorganiser l'armée, etc. Il va pouvoir s'appuyer sur des gens, par exemple du Guesclin, c'est l'époque de Guesclin. On va avoir la mise en défense du royaume. Et donc là, on a une petite reconquête. Ensuite, on a une phase d'apaisement pendant une trentaine d'années où il n'y a plus véritablement de combat. Et on entre dans la dernière phase de la guerre de Cent Ans, donc ce qu'on a appelé la seconde guerre de Cent Ans à partir de 1415. Et là, on est dans une situation extrêmement complexe, puisqu'on a à la fois une guerre civile dans le royaume de France entre les Armagnacs et les Bourguignons. On a en 1420 la signature du traité de Troyes, c'est-à-dire qu'il confie la couronne au roi d'Angleterre. La France va être divisée en 3 entre les territoires bourguignons, les territoires anglais, les territoires français. Et on a le fameux épisode Jeanne d'Arc entre 1429 et 1431. Donc ça, c'est une période très complexe, je n'entre pas dans le détail. Et la reconquête va ensuite avoir lieu surtout à partir des années 1450 et jusqu'à la victoire finale française en 1453. Ouais, il restera encore Calais, qui tombera Voilà, c'est ça. qu'au XVIe siècle. Alors justement, Jeanne d'Arc, parlons-en. Quel rôle a-t-elle réellement joué dans ce conflit? Est-ce que son impact a été aussi déterminant qu'on le dit souvent? Alors, en fait, le rôle de Jeanne d'Arc, on a l'impression qu'effectivement son rôle a été très important, mais son rôle effectif est sans commune mesure avec toute la littérature qui a été produite sur elle, parce qu'en fait, elle a une dimension mythique, ce qui explique qu'on a beaucoup écrit. Mais finalement, c'est une vision assez biaisée de son importance dans le conflit, parce que si on regarde sur la durée du conflit, on vient de dire 116 ans, Jeanne d'Arc, en fait, elle va diriger l'armée entre mars 1429 et elle va être capturée en mai 1430. Donc ça veut dire qu'elle n'apparaît sur la scène de cette guerre que quelques mois. Donc finalement, c'est vraiment sans commune mesure avec l'ampleur du conflit. Cela dit, elle va quand même réussir à galvaniser les troupes françaises à cette époque-là. Donc il y a quand même un effet Jeanne d'Arc qu'il ne faut pas nier, malgré tout. Et surtout, sa grande réussite, c'est d'avoir convaincu Charles VII d'aller se faire sacrer à Reims, puisque finalement, le sacre ne paraissait peut-être pas d'une urgence, mais elle avait bien compris, étant issue finalement de la population, que ce qui faisait le roi auprès de cette population française, c'était le sacre, et que ça allait conférer à Charles VII la légitimité qui lui manquait à ce moment-là. Et effectivement, ça, c'est une de ses grandes réussites. Donc voilà en quoi, finalement, elle a quand même joué un rôle, mais un rôle essentiel, mais finalement pas durable du tout. Ouais, alors justement, en parlant des populations, une guerre aussi longue, comment a-t-elle affecté la vie quotidienne des populations en France et en Angleterre? Alors effectivement, les populations vont être lourdement affectées par différentes choses. Tout simplement l'omniprésence de la guerre, donc qui va créer, bien entendu, un climat d'insécurité permanent. Il va y avoir des chevauchées. Donc les chevauchées, ce sont ces grandes opérations très brèves, mais très violentes, où on va piller, détruire sur son passage. Donc en particulier, on a en tête les chevauchées du Prince Noir dans le Languedoc, qui sont très réputées. On va avoir donc des terres qui sont ravagées, des villages qui sont détruits, des femmes qui sont violées, des populations du coup qui vont être amenées à fuir devant l'ennemi, donc des déplacements de population finalement, donc des choses qui ressemblent à toutes les guerres, même les guerres contemporaines. Mais il y a un autre phénomène qui est un petit peu plus spécifiquement médiéval, c'est que les armées ne sont pas encore permanentes au début de la guerre de Cent Ans, et que lorsqu'il y a des périodes de trêve, les combattants vont être démobilisés et vont se retrouver à la fois démunis, désœuvrés, et vont avoir tendance à piller même le territoire de leur propre pays. C'est le cas dans le Royaume de France. Alors c'est ceux qu'on appelle les routiers, les grandes compagnies, les écorchards à la fin de la guerre de Cent Ans, et qui vont eux aussi entretenir ce climat d'insécurité. Et puis je terminerai aussi en disant que bien sûr on a une désorganisation des échanges économiques, les populations sont fragilisées, elles sont mal nourries, il y a parfois des famines, et donc les épidémies
qui se développent, et en particulier la peste noire à partir de 1348 par exemple. Oui, c'est vrai que la Grande Peste arrive en plein dans ce conflit en fait, hein. On est aussi, c'est une suite de malheurs quand même, hein. Exactement. Est-ce qu'il y a des innovations majeures dans l'armement, la tactique ou l'organisation militaire? Parce que sur une guerre qui dure 100 ans, on peut imaginer qu'il y ait eu quand même une forme d'évolution dans la façon de faire la guerre. Alors cette guerre, elle a été marquée par du côté anglais, la prédominance de ce qu'on appelait le longbow, c'est-à-dire cet arc très élevé, hein, qui faisait 1 à 2 mètres de haut et qui avait une très longue portée, et qui a fait des ravages dans les rangs français, parce que justement dans les rangs français, on est resté sur un type de bataille plutôt traditionnel qui est la bataille rangée. Donc en fait organisée essentiellement autour de la cavalerie et des charges de cavalerie. Mais malgré tout, ce qui va évoluer, c'est le développement de l'artillerie, et donc en particulier l'utilisation des canons, alors les bouches à feu, ce qu'on appelait les bouches à feu, ensuite les bombardes. Mais surtout, cet usage va finalement bouleverser le visage de la guerre, surtout à partir de la deuxième moitié du XVe siècle. En fait, tout simplement parce qu'au début, c'était des armes qu'on ne savait pas très bien manier, qui étaient qui étaient très peu mobiles, qu'on avait du mal à déplacer, qui faisaient beaucoup de bruit. Donc, il y a eu beaucoup de critiques aussi sur le bruit que ça provoquait, etc. Donc, il n'y a pas eu un enthousiasme d'emblée pour ces armes que l'on réservait finalement au siège de ville, et qui vont véritablement s'imposer en revanche à partir de la fin du XVe siècle. Quelles sont les conséquences à long terme de cette guerre pour la France et pour l'Angleterre? On imagine des conséquences politiques, aussi peut-être des conséquences culturelles, mais spontanément on a des idées en termes de conséquences politiques. Alors, bien, en fait, les conséquences vont être importantes pour les États, parce que qui dit guerre dit et donc guerre qui dure, dit besoin de financement dans la durée. Et en fait, cette guerre de 100 ans, qui est par bien des aspects porteuse de nombreux malheurs, va aussi permettre à l'État de se construire, parce que c'est avec cette guerre de 100 ans, à l'époque de cette guerre de 100 ans, qu'on va instaurer l'impôt permanent, tout simplement pour financer l'armée. Et or, on le sait, l'impôt, hein, c'est un des piliers de la construction d'un État. Et donc, ça va contribuer à l'affirmation monarchique, et ça va renforcer l'autorité royale, en particulier dans le Royaume de France. En Angleterre, c'est un petit peu différent, puisque comme l'Angleterre va perdre de conflit, il va y avoir la remise en cause finalement du pouvoir royal, et on va avoir la guerre des Deux Roses, qui va montrer finalement une période un petit peu plus difficile pour ce pouvoir anglais dans un premier temps. Autre conséquence, c'est la naissance de ce qu'on a appelé le sentiment national. C'est-à-dire que aussi bien en Angleterre que en France, eh bien la haine de l'autre, c'est-à-dire la haine de l'anglais pour les Français, la haine du français pour les Anglais, va créer une forme d'adhésion en négatif, mais qui est finalement l'idée qu'on appartient à un même pays, qu'il faut défendre ce pays. Et ce sentiment national, il va se cristalliser autour de figures de héros. Alors ces héros de la guerre, eh bien ça peut être par exemple le prince noir ou le roi Henri V du côté anglais. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, que j'oublie, hein, mais il y a aussi du côté français, bien entendu, Jeanne d'Arc, Villéclin, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui vont être ces figures de héros nationaux que l'on va glorifier à cette époque-là. On va aussi avoir l'apparition des saints protecteurs des deux pays. Donc, par exemple, l'Angleterre, ça va être Saint-Georges, va se placer sous le patronage de Saint-Georges grâce à l'ordre de chevalerie, l'ordre de la Jarretière. Et puis, en France, on va officiellement se placer sous le patronage de Saint-Michel, par exemple, avec l'ordre de Saint-Michel. Et puis, je terminerai sur le plan culturel. Eh bien, c'est une période où, à travers la guerre, les épidémies, il y a eu une omniprésence de la mort. Et la mort va occuper une nouvelle place dans l'esprit des populations. C'est l'époque, par exemple, où on voit apparaître l'image de la grande faucheuse pour représenter la mort. On va beaucoup représenter aussi les danses macabres. C'est un nouveau thème artistique où la mort est omniprésente. Et puis, les gisants disparaissent et on va voir apparaître ce qu'on appelle les transis, c'est-à-dire ces gens qui se font représenter dans la mort, mais dans toute la réalité de la mort, c'est-à-dire le corps décharné, marqué par la mort. Voilà pour quelques conséquences, hein. Il y en a sans doute bien d'autres que j'oublie, mais celles qui me paraissent un petit peu essentielles. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation générale de la guerre de 100 ans. Je pense que c'était très complet. Merci encore. Merci.